On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, ça ne va pas très, très bien sur le Dow Jones aujourd'hui aux États-Unis. M. Trump qui se targue toujours que les marchés boursiers répondent presque à ses coups de baguette magique ne doit pas être très content là, de la tournure des événements aujourd'hui. Non, parce qu'il s'attribue toujours le mérite de chaque hausse et bien sûr ne prend jamais de crédit ou de responsabilité pour chaque baisse. Faudra voir. Une des choses qui influence les marchés financiers, je suis pas un spécialiste en tant que tel de marché financier, mais c'est l'instabilité. Chaque fois donc qu'on laisse planer un doute qu'il y a de l'instabilité, ça rend les marchés beaucoup plus frileux. Et au moment où on se parle, il y a de l'instabilité. Donc, on a hâte, j'imagine, que la présidence Trump soit bien en selle, qu'elle débute. On a hâte de voir également les derniers gestes que va poser Joe Biden à titre de président. Il y a des nominations qui viennent pour la Fed. Il y a des décisions qui viennent de la Fed aussi en ce qui concerne le taux directeur. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité. Mais c'est un peu le monde dans lequel, écoute, c'est pas une prédiction, mais c'est un peu le monde dans lequel on s'apprête à vivre à partir de 2025. Quand on gère de façon impulsive, quand on gère en fonction de ses émotions ou qu'un coup de gueule peut avoir des effets sur la valeur de certaines actions ou la stabilité de certains marchés, c'est le genre de situation avec lesquelles on va probablement composer encore. La Fed a quand même baissé là, son taux directeur aujourd'hui, mais ce faisant, elle a annoncé que, pas que c'était la fin de la fête, là, mais qu'elle n'anticipait pas de nombreuses autres baisses. C'est peut-être un peu sur ces nouvelles-là là, que les indices boursiers réagissent. Hein? Je me rappelle une époque, en début d'année, on disait il va y avoir 8 baisses, 10 baisses de taux. Là, puis là, il n'y en a pas eu. Et finalement, c'était 2 baisses. Là, et c'est un peu ce qu'on a eu finalement. Mais oui, les marchés réagissent très négativement à cette annonce. Ouais, voilà. Puis j'ai hâte de voir ce que va faire Donald Trump. On est dans cette période. Le système américain est particulier pour ça, Francis. On a une assez longue période où on a 2 présidents, finalement. Le président qui a encore un pouvoir décisionnel et le président élu. Et on a l'impression, depuis le mois de novembre, depuis qu'on a confirmé la victoire de Donald Trump, que Joe Biden est presque disparu de la scène. S'il n'avait pas fait ce pardon, ce pardon total pour son fils, ça a soulevé énormément d'attention dans les médias. On a braqué les projecteurs sur lui. Mais sinon, quelles sont les nouvelles ou qui parle de Joe Biden au moment où nous, on en parle actuellement? Tous les regards sont braqués sur Donald Trump. Et quand j'évoque l'instabilité, c'est un peu ça. C'est qu'il n'est pas encore décisionnel. En même temps, on voit les gens faire la file pour aller le rencontrer, pour prendre le pouls, pour espérer être dans ses bonnes grâces. Puis pendant ce temps-là, on a encore des décisions majeures, comme celle de la Fed. Donc, on baisse le taux directeur, mais en même temps, tu l'as bien souligné, on voit pas beaucoup d'autres baisses, ou en tout cas de baisses significatives. Donc, on a hâte de voir ce que va faire l'équipe de Donald Trump. Puis, ce qui fait sa marque de commerce, à tout le moins, c'est ce qu'il nous vend. C'est justement qu'il est très, très bon en économie. Donc, on a boudé l'administration Biden parce qu'on peine encore avec cette inflation qui est à la hausse, trop haute pour la plupart des ménages. Donc, attendons voir ce que va nous réserver le 20 janvier. Mais je pense que dès la première journée, on risque d'être emporté dans un tourbillon. À 3 heures du matin, M. Trump envoie encore des petites pointes à l'endroit de Justin Trudeau. Il n'arrête pas, en fait, là, de référer à M. Trudeau comme le gouverneur, cette sorte du 51e État. J'ai ouvert l'émission aujourd'hui là-dessus, Luc. Je suis, je sais pas comment dire, si quelqu'un me faisait le coup, là, si toi, tu te mettais à m'haranguer comme ça, je réagirais à un moment donné. C'est un peu unidirectionnel pour l'instant. Le Canada se laisse un peu abuser. J'aimerais un peu voir ta lecture de cette obsession presque de M. Trump à des heures tardives de la nuit comme ça. Est-ce qu'il est sous? Tu réagirais, Francis, mais qui te dit que je n'ai pas un côté trumpiste, que je n'ai pas ton sort entre les mains et que j'exploite cette situation? Je le fais bien sûr semi à la blague et semi sérieusement. Je pense que Justin Trudeau et son équipe, son entourage, ils ont retenu les leçons du premier mandat de Donald Trump. Et la dernière chose qu'on espère faire, en tout cas ça a bien fonctionné la recette la première fois, c'est de refermer le couvercle sur la marmite, de laisser la cocotte minute faire le travail.
mais ensuite de reprendre les discussions quand on est sur le fond. Donc, est-ce que c'est une de ces fois-là? En tout cas, Donald Trump, lui, s'amuse. Et s'il y a un désir de revanche, c'est ce qu'on lui prête dans plusieurs dossiers d'ailleurs, ben là, il a Justin Trudeau dans les câbles. Il le sait particulièrement affaibli. Il sait que maintenant, Mme Freeland, pour l'avenir rapproché, elle est hors combat, donc il s'est permis de l'attaquer. On en avait parlé tous les deux. Moi, je pense que c'est la meilleure attitude. C'est fort désagréable. Surtout quand on sait que ce qu'il dit n'est pas vrai, que c'est pas vrai que les États-Unis subventionnent l'économie canadienne. On sait tous que c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Mais je pense quand même que Justin Trudeau doit garder le cap. Et il n'a pas besoin d'une autre tourmente. Je pense qu'il en a assez quand il se retrouve le soir. Peut-il être tranquille à la maison? Mais je pense qu'il y a suffisamment de problèmes pour éviter de nourrir les gazouilles ou les truth socials, les entrées sur les réseaux sociaux de Donald Trump. Oui, bien sûr. Je vais t'entendre, il y avait cette histoire là, de Matt Gaetz, là, bon, sur lequel un rapport avait été publié. De mémoire, il y avait eu un vote à la commission d'éthique, au comité d'éthique, qui avait choisi de ne pas divulguer ces informations-là, notamment parce que M. Gaetz a été pressenti, là, en fait, dans les premiers jours, de manière un peu surréelle d'ailleurs, pour être secrétaire d'État, responsable de la justice. Là, donc, voilà, Attorney General, procureur général. Voilà, merci de me corriger, Luc. Finalement, ce même comité a repris un vote et donc va divulguer les informations concernant Matt Gaetz. Attends, je le glisse au passage très rapidement. On parle de nominations qui sont controversées ou étonnantes. Herschel Walker va maintenant être ambassadeur des États-Unis. En tout cas, il faut que le Sénat, bien sûr, entérine le choix du président Trump, mais on n'a pas fini. Hein? Le cabinet est composé, mais on aura d'autres nominations. Pour ce qui est de j'ai vu concernant Herschel Walker, j'ai vu ton post sur Facebook et j'ai réagi. Là, il va être nommé aux Bahamas. Là, qu'on va dire que c'est peut-être pas non plus une nomination hyper stratégique là, en termes de... Non, c'est pas... Ma réponse, c'était pas ça. C'est qu'il suffit d'avoir suivi Herschel Walker, surtout depuis qu'il n'est plus cette vedette. Ça a été un monstre de football. C'était une bête sur le terrain. Il était vraiment extraordinaire. Mais si on parle appelons ça comme ça, du politicien Herschel Walker, écoute, je peux pas croire que sur l'ensemble de tout ce que les républicains ont, même s'il est loin, même s'il ne sera pas vraiment dans l'action, on n'avait pas mieux. Sinon, Matt Gaetz, lui aussi, pour la justice, on avait mieux. C'est ce qu'on a fait avec Mme Bundy, d'ailleurs, qui est sa remplaçante. Avec Matt Gaetz, il faut savoir que tant aussi longtemps qu'il était le protégé de Donald Trump, que M. Trump se disait « je mets mon pouce sur la balance », puis essayer de le dégommer, il a fini par rendre service à son patron. Il a quitté de lui-même, il a abandonné. Mais une fois Donald Trump sorti du décor comme parrain, si on veut, puis l'expression peut être critiquée, mais il ne redevient que le Matt Gaetz qui s'était mis presque tous les représentants à dos. C'est quelqu'un qui était fort désagréable. Dans les républicains, là, c'est ça, pas non, tout, voilà, tout, non, chez les républicains, c'est quelqu'un qui divisait énormément. Moi, je me rappelle de cette scène hallucinante lors d'un vote où on avait tenté de le frapper, on avait tenté de le prendre à la gorge et en très mauvais français de lui en maudire une. Écoute, moi, j'avais jamais vu ça sur le plancher de la Chambre des représentants. Donc, Matt Gaetz, il est redevenu donc ce Matt Gaetz que tout le monde détestait. Il faisait l'unanimité, mais contre lui. Et il y a un lien entre ça, donc le fait qu'il ne soit plus candidat et le fait que cette fameuse commission d'éthique dise « on vote aujourd'hui » et ce sera rendu public. Pour te dire à quel point ça devient personnel dans cette histoire-là, c'est qu'il a démissionné, Matt Gaetz. Il n'est plus représentant. Et habituellement, on enterre ce genre de dossier. Si la personne concernée décide de démissionner, on ne va pas de l'avant. Et là, même s'il n'est plus membre de la Chambre des représentants, on va apprendre des choses de tout ce qu'on peut prévoir, il n'y aura rien de flatteur dans ce rapport-là. Donc, jusqu'où va-t-on aller? Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Ou c'est ce qui peut être intéressant, mais il n'y a rien de flatteur pour Gaetz. J'apprécie ta tentative d'euphémisme, Luc, mais c'est bien plus que, je veux dire, il y a des histoires potentiellement de viol ou en fait, des histoires gravement et qui pourraient l'emmener jusqu'en cour et même en prison, là, si je comprends bien. Là. C'est pas anodin, là, ce qui est contenu dans ce rapport-là. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. C'est habituellement ce qui aurait coulé une carrière politique bien avant ça, mais on n'est plus à cette époque où on nous reprochait une aventure à gauche ou à droite et ça pouvait discréditer un candidat. On parle de mineurs, on a parlé de trafic à un moment donné, de jeunes femmes, on parle de drogue, on parle d'abus, d'agression, de viol. Donc,
on verra si on déroule tout le tapis puis si on a l'ensemble du dossier. Mais je répète, il n'y a rien de positif à espérer pour Matt Gaetz de ce rapport. Luc Laliberté, je ne sais pas qui de toi ou de ta cravate je dois saluer le premier en fin de chronique, mais merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es notre spécialiste en politique américaine en résidence. Une bonne fin de journée à toi et on se retrouve demain à la même place, à la même heure. Bonne fin de journée, Francis.